Bonjour à tout le monde. Nous accueillons aujourd'hui Jean-Claude Dincorst et Guillaume Hamon. Je vous laisse peut-être vous présenter, Jean-Claude, Guillaume. Oui, bah écoutez, moi je veux bien commencer. Donc je m'appelle Jean-Claude Dincorst, je suis inspecteur honoraire, comme l'on dit lorsque l'on est à la retraite. Je suis donc à la retraite depuis 3 ans et j'ai été chargé dans mon département de la Moselle du groupe Maîtrise de la langue. Et je collabore avec la librairie des écoles depuis ma retraite, avec la méthode du français explicite CE2, CM1 et maintenant CM2. Bonjour à tous. Moi, je suis donc Guillaume Hamon, je suis professeur des écoles en CE2 CM1 depuis au moins 15 ans et donc moi j'ai découvert la pédagogie explicite il y a plus d'une dizaine d'années et donc je l'ai mis en œuvre dans ma classe et j'en ai trouvé les bénéfices et donc c'est pour ça que j'ai approfondi cette pédagogie et je suis par ailleurs donc auteur de manuels scolaires pour la librairie des écoles. Donc j'ai participé aux ouvrages du C1 jusque justement à cet ouvrage de CM2 dont on va parler aujourd'hui. Tout à fait. Et ça va être l'occasion, puisque c'est le premier webinaire que nous faisons ensemble, pour vous de parler plus généralement de la pédagogie explicite. Donc je vais partager euh, la présentation. Euh, Encore une fois, pour ceux qui nous rejoignent, pardon pour ce petit loupé technique de début de webinaire. Bienvenue à tous. Alors, je fais un léger propos introductif pour préciser dans quel contexte nous faisons ce webinaire. Comme vous le savez peut-être, depuis 5 ans maintenant, nous publions la collection Méthode explicite pour l'enseignement du français à l'école primaire, qui est composée d'un manuel de lecture et un manuel d'études de la langue, un cahier de lecture et un cahier d'études de la langue. Dans le même manuel de lecture, nous allons retrouver tout ce qui est lecture, texte de littérature, texte documentaire, tout ce qui est compréhension, vocabulaire, orthographe lexicale, enseignement explicite de la rédaction. Et dans la partie étude de la langue, la partie grammaire, conjugaison, orthographe grammaticale, et puis tout l'enseignement de l'analyse grammaticale et des rituels de dictée. Et aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la partie donc de gauche, lecture, avec Jean-Claude Dincorst qui va parler de l'enseignement explicite de la compréhension et Guillaume Hamon qui va parler de l'enseignement explicite du vocabulaire et de la rédaction. Euh, Peut-être un propos introductif, Guillaume, sur qu'est-ce que la pédagogie explicite et d'où elle vient? Oui, tout à fait. Donc la pédagogie explicite, elle s'est fondée dans un premier temps sur la direct instruction, donc qui était une méthode pédagogique qui a été conçue par Siegfried Engelmann, donc un pédagogue américain dans les années 60. Alors lui, il aimait bien dire, l'élève n'apprend que si l'enseignant enseigne. Donc il accordait toute son importance aux méthodes d'enseignement, à la façon dont on enseigne. Et on peut dire que sa démarche, elle se décline en trois idées forces. I do, we do, you do. Donc I do, c'est moi le professeur, je fais devant les élèves. We do, nous faisons ensemble. Et you do, donc c'est toi l'élève qui fait tout seul. Donc en fait, on a pu mesurer l'efficacité de cette méthode Direct Instruction à travers un projet qui s'appelle le projet Follow Through, qui était une étude longitudinale américaine de 10 ans, de 1968 à 1978, qui a permis de comparer différentes méthodes pédagogiques, dont la Direct Instruction, et dont les résultats ont révélé que la Direct Instruction avait une efficacité aussi bien dans les apprentissages de base, des savoir-faire, que de l'estime de soi. Cette étude, elle a quand même porté sur 70 000 élèves de près de 280 écoles de tous milieux sociaux. Donc, à partir donc de ce résultat de cette étude Projet Follow Through, d'autres études sur les pratiques efficaces d'enseignement
Il Si y je a peux un vous autre interrompre un instant, Guillaume, juste pour commenter cette slide un peu compliquée, sinon elle risque d'être mystérieuse pour les personnes qui Oui, regardent. bien sûr. C'est effectivement, vous avez pour chaque établissement ou pour chaque école participante à cette étude, chacune a fixé ses propres objectifs d'apprentissage. Donc celles qui se concentraient sur les habiletés de base, à savoir lire, écrire, compter, calculer. Celles qui avaient des objectifs plus élevés, donc les compétences plus élevées de résolution de problèmes, de créativité, etc. Et puis celles qui avaient comme objectif l'épanouissement, le bien-être, des compétences encore plus élevées. Et on aurait pu penser que les écoles qui se sont fixées tel objectif euh, obtiendraient les meilleurs résultats respectivement dans chacun des objectifs. À savoir, ben, moi, mon objectif, c'est simplement d'apprendre à compter et calculer aux élèves. Et ben, j'aurai les meilleurs résultats, mais par contre, mes élèves ne seront pas forcément très heureux, pour, pour faire simple. Et inversement, un professeur qui se fixe comme objectif que ses élèves sont épanouis, ont confiance en eux, etc., n'aura pas forcément les meilleurs résultats en calcul mental ou en orthographe grammaticale. Les résultats, là où ils sont surprenants, c'est qu'en fait, dans les trois domaines, ce sont les écoles qui se sont fixées les objectifs les plus humbles, on va dire les plus modestes, à savoir les savoirs de base, qui ont obtenu les meilleurs résultats. On les voit tout à gauche, ici. Le Direct Instruction a obtenu les meilleurs résultats, qu'il s'agisse des habiletés de base, des habiletés cognitives élevées ou alors des habiletés affectives d'épanouissement de soi, alors que tout à droite, les écoles qui se sont fixées comme objectif le bien-être et l'épanouissement individuel des élèves ont obtenu des mauvais résultats dans tous les domaines, y compris les objectifs qui s'étaient fixés. Je vous laisse Donc, continuer, Guillaume. oui, bien sûr. Ok. Donc, à partir donc, de cette étude de follow-through et puis d'autres études aussi sur les pratiques efficaces d'enseignement. Alors ça, c'est vrai que c'est un terme qu'on utilise plus dans la pédagogie nord-américaine, mais où on teste en fait justement des pédagogies pour voir si elles sont efficaces dans les classes. Et donc à partir de cela, il y a un professeur aussi de psychologie cognitive qui s'appelle Barak Rosenshine, qui va définir et décrire les principes de la pédagogie explicite. Donc lui, il a commencé dès 1976 et puis par la suite, il y a eu d'autres études, d'autres recherches qui ont été menées donc, sur la mise en œuvre de la pédagogie explicite. Et les travaux ont été, et les résultats ont été quand même largement diffusés par des chercheurs francophones que vous connaissez peut-être, Steve Bissonnette, Mario Richard et Clermont Gauthier. Donc si on doit définir la pédagogie explicite, en quelques mots, on peut dire que c'est un enseignement structuré, progressif, qui va du simple vers le complexe et qui vise à acquérir, donc à consolider des connaissances et des compétences dans la durée. Donc en pédagogie explicite, l'enseignant joue un rôle essentiel pour guider les élèves au début d'un apprentissage. Et cette guidance, en fait, elle va se réduire au fur et à mesure de la séance pour laisser les élèves en autonomie. Donc là, vous avez à l'écran donc, les étapes de la pédagogie explicite. Donc les principales étapes, effectivement, donc d'abord la phase de présentation où l'enseignant va annoncer donc l'objectif de la séance, ce que nous allons faire. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle la phase de modelage, qu'on peut intégrer aussi avec la phase de présentation, où l'enseignant va faire la tâche, accomplir la tâche devant les élèves. Ensuite, donc c'est le fameux I do dont on parlait tout à l'heure dans la direct instruction. Ensuite, on a la pratique guidée où l'enseignant va accomplir avec les élèves la tâche avant de travailler en autonomie. Et puis, donc une séance de pédagogie explicite se conclut par une phase, ce qu'on appelle d'objectivation, où l'on va justement aider les élèves à récapituler ce qu'ils ont appris au cours de la séance. Oui, donc là, si on va illustrer ces différentes étapes dans le cas du français. Donc, dans un premier temps, rapidement, on va faire le tour en prenant les exemples dans l'enseignement du vocabulaire. Et puis, on verra comment, dans les cas particuliers de la compréhension et de la rédaction, on peut appliquer la pédagogie explicite. Donc, déjà, pour rester dans le cas général, classique, on va dire, est-ce que vous pouvez, Guillaume, nous présenter les deux premières phrases, présentation, modelage et pratique guidée?
Oui, tout à fait. Donc là, vous avez à l'écran donc, une ressource pédagogique que vous pouvez retrouver sur le site internet de la méthode. Donc c'est une présentation d'une séance. Donc là, en l'occurrence, c'est la séance sur les noms féminins en ans. Donc c'est une séance de lexique, enfin d'orthographe lexicale. Et donc, dans un premier temps, donc l'enseignant va justement annoncer ce que l'on va faire avec les élèves. Donc aujourd'hui, nous allons travailler sur les noms féminins en ans. Et donc, il va repartir d'exemples du texte, hein. Donc là, on a les mots vengeance et suffisance. Et donc, il va montrer, donc c'est ce qu'on appelle le modelage, la façon dont il va s'y prendre pour passer donc d'une base verbale, hein, donc le verbe venger, au mot vengeance. Et même chose avec l'adjectif suffisant, donc, qui va permettre d'aboutir au nom suffisance. Donc, il va indiquer comment il s'y prend. Ben voilà, à partir du verbe, je vais former le nom féminin vengeance en ajoutant le suffixe en. Voilà, c'est un exemple très concret pour les élèves. Et en faisant cela, ben en fait, l'enseignant donne tout de suite la réponse finalement aux élèves. Pourquoi? Ben parce que en fait, l'élève, en fait, il va se concentrer non pas sur comment dire, la tâche, mais plutôt sur la façon dont l'enseignant s'y prend, sur le raisonnement qui est souvent implicite. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait cette phase de présentation, de modelage, eh bien, on va ensuite basculer dans la pratique guidée, c'est-à-dire que là, eh bien, ce sont les élèves qui vont accomplir la tâche avec l'enseignant. Alors après, il y a différentes modalités effectivement de pratique guidée. Alors, ça peut être une interaction enseignant-élève, hein. L'enseignant questionne les élèves et tout de suite, on a les interactions qui se font entre eux. L'autre modalité, c'est aussi, par exemple, de présenter une liste de verbes et d'adjectifs et de former donc des noms en ans en l'occurrence, mais cette liste, eh bien, d'abord, dans un premier temps, les élèves vont l'accomplir seuls, hein. C'est le 1, puis 2, puis tous. Dans un deuxième temps, ils vont comparer leur travail par deux, et puis ensuite, on va mettre en commun les réponses et les valider avec l'enseignant. L'autre Ouais. modalité aussi de pratique guidée, c'est le travail par deux, c'est-à-dire un élève, on va dire, novice, que l'on va mettre avec un élève expert, et donc les deux vont pouvoir accomplir la tâche, sous la supervision, évidemment, de l'enseignant. Oui, c'est ça. Donc, en fait, même quand on dit nous faisons, c'est pas forcément une pratique collective au sens de toute la classe. C'est vrai que ça va dépendre de la nature des apprentissages, de la simplicité des apprentissages, aussi de l'âge des élèves. Il y a certains Oui, cas où il est plus pratique d'avoir une pratique collective où tout le monde fait tout en même temps. Puis il y a certains cas où c'est plus productif d'avoir des travails en binôme ou individuel. tout dépend, enfin, c'est là aussi qu'intervient l'expertise de l'enseignant, hein. Il connaît le contexte de sa classe, Oui. et puis aussi le temps dont il dispose aussi, hein, pour mener la séance. Enfin, voilà. Il y a tous ces éléments-là qui entrent en jeu pour choisir la modalité de pratique guidée qui semble la plus appropriée pour ses élèves. Mais c'est vrai que c'est à ce moment-là que, et enfin, c'est pour ça qu'on parle vraiment de pratique guidée, qu'intervient peut-être l'aspect le plus important et le plus essentiel de la pédagogie explicite, à savoir la rétroaction immédiate, l'étayage par le professeur et la correction immédiate des erreurs. Jean-Claude, vous voulez peut-être présenter les différents types de rétroaction? Oui, alors à ce stade, ce qui est important et ce que Guillaume vient de dire très, très justement, c'est pourquoi la pédagogie explicite fonctionne, c'est que l'enseignant est quelque part le haut-parleur de sa pensée, c'est-à-dire qu'il explicite comment il fait pour résoudre la tâche. Alors, les élèves ne sont pas simplement passifs et on demande, et pour que ça fonctionne, d'être aussi actifs. Et donc, les rétroactions sont importantes parce que ça régule les interactions de ce qui va se passer en classe. Trois types peuvent se présenter, que ce soit en maîtrise de la langue, que ce soit en rédaction, que ce soit en lexique ou en compréhension. Le premier cas, c'est que l'élève donne la bonne réponse. Alors bien sûr, on va le féliciter, mais en même temps, on peut lui demander d'aller plus loin et de lui expliquer, mais de demander à ce qu'il explicite, mais comment tu as fait pour trouver la bonne réponse? Et là aussi, il devra être quelque part, mettre le haut-parleur sur sa propre pensée. Le deuxième cas de figure, l'élève donne la bonne réponse, mais elle est partielle, elle n'est pas totale. Donc là, on peut lui demander de compléter,
Et on peut aussi interroger d'autres élèves pour apporter des compléments aussi. Et donc, on voit que cette dimension, non pas d'interaction duale, simplement maître-élève, peut être élargie de manière très bénéfique. Et enfin, le troisième cas de figure, c'est lorsque, après avoir posé la question à des élèves pas forcément volontaires pour répondre, eh bien, on n'obtient pas la bonne réponse. Eh bien, là, c'est important que l'enseignant s'interroge en se disant, mais peut-être que j'ai mal formulé la question, peut-être que le niveau de question était trop élevé, etc. Donc, ces trois cas de figure pour les rétroactions sont très bénéfiques et utiles à mettre en œuvre dans les classes. Oui, pour reprendre la terminologie de John Hattie dans le Visible Learning, hein, c'est un des acteurs de la pédagogie explicite, il explique que l'élève doit vous voir enseigner, vous, professeur, il doit vous voir enseigner, c'est la partie modelage, et dans la partie pratique guidée, vous devez voir les élèves apprendre. Vous les voyez apprendre, donc ils doivent mettre, comme vous venez juste de le dire, un haut-parleur sur leur pensée, et ça vous permet de faire une rétroaction, une correction immédiate des erreurs. Je précise aussi, parce que j'ai lu ça dans le livre de Marie Boquillon, excellent, qui est paru sur 2 books sur l'enseignement explicite, qu'il peut y avoir des rétroactions qu'elle appelle stéréotypées et qui sont vraiment pas très utiles pour le coup. Si vous vous contentez de dire ouais, oui, ou c'est bien, et comme ça suffit pas. En fait, il faut être le plus spécifique possible dans la rétroaction. Après, on passe à la pratique autonome. Guillaume? Donc, oui, effectivement, donc, la pratique autonome, justement, ça permet de vérifier aussi pour le professeur si les élèves sont capables d'être en autonomie justement sur l'apprentissage qu'ils ont reçu. Donc là, vous avez donc un extrait donc, du cahier d'exercice où là, on va retrouver une tâche quasiment identique à celle qu'ils ont accomplie lors de la pratique guidée. Voilà. L'idée aussi, c'est qu'en pédagogie explicite, hein, on ne piège pas les élèves, si je puis dire. On leur demande d'accomplir la même tâche qu'ils ont été capables de mener en groupe classe. Donc voilà, donc là, par exemple, on a donc les exercices sur les noms féminins en ans. Et on finit par l'objectivation. Et effectivement, donc, il y a un temps d'objectivation donc, qui permet donc, à l'enseignant aussi de redemander à ses élèves ce qu'ils ont compris de la séance, et puis aussi parfois aussi de mémoriser la notion. Donc, on peut trouver des modalités aussi intéressantes d'objectivation, où une fois qu'on a lu la leçon, eh bien, on peut demander aussi aux élèves de s'interroger entre eux. Par exemple, ici, tu peux me dire quel est le nom féminin en ans que l'on peut former avec appartenir. Et voilà, et l'autre élève répond, et puis après, on peut inverser les rôles. Voilà, Oui, une ça modalité joue le concrète. rôle de validation. Ouais. Exactement. Alors, on peut présenter, là c'est un peu en dehors de la pédagogie explicite, mais spécifiquement dans le manuel de lecture CM2, parce que c'est un sujet qu'on ne va pas traiter en tant que tel aujourd'hui, mais c'est le choix des textes et le choix des thèmes, etc. Mais peut-être que Jean-Claude, vous pouvez nous dire comment est-ce que les périodes sont découpées et le choix du corpus pour ce manuel de lecture CM2? Oui, alors d'abord préciser que les textes sont suivis, c'est-à-dire qu'il y a un texte est découpé en 6 ou 8 épisodes, ce qui permet d'être exposé à un même univers pendant un temps long. Ça, c'est la première chose qui nous semble importante. Alors, on a choisi de commencer ce manuel avec un ton un peu léger. Donc, la période 1 est consacrée à l'humour. Et essentiellement aussi parce que c'est un texte un peu plus abordable. Le premier texte, c'est donc la 3e vengeance de Robert Poutifard, qui met en œuvre un enseignant, on va dire, malmené par des anciens élèves et qui ensuite cherche à se venger une fois qu'il est à la retraite. C'est un texte savoureux, dont on a tiré d'ailleurs un film avec Christian Clavier. On continue dans la même veine avec Le Club des inventeurs de Jean-Philippe Arouvignaud. C'est un texte aussi d'un élève de CM1, donc assez proche de l'univers des lecteurs concernés, qui présente un prototype d'invention et qui a besoin de garde de corps, deux de ses camarades, pour sauver son invention.
La deuxième période est consacrée à la morale. Alors, c'est intéressant parce que c'est un clin d'œil au programme du 16 avril 2025 qui vient d'apparaître, où l'intitulé est, dans les programmes, « Interroger la morale ». Donc, chez nous, ça s'appelle « Morale ». C'est pas pour faire la morale aux élèves, c'est pas du tout ça, mais c'est permettre à partir des textes que nous avons retenus de faire découvrir les fondements de la vie en commun, notamment des grandes notions comme la tolérance, la liberté, le respect des différences. Donc le premier texte, c'est un classique, Cosette et la poupée, extrait donc des Misérables de Victor Hugo, je ne dévoile pas plus. Et enfin, un texte des Lettres de Montmoulin, l'épisode de Maître Corny aussi, que chacun connaît. Qui est poignant. Ce qui nous semblait important, c'est, à côté des textes fictionnels, que ce soit de la littérature de jeunesse ou que ces textes soient tirés du patrimoine, c'est de consacrer toute une période aux textes documentaires. Et une notion apparaît dans les programmes aussi de textes composites. Alors, quid d'un texte composite? C'est simplement un texte composé de textes, de schémas, de graphiques, de dessins, de photos, et les élèves doivent se repérer dans cet univers. C'est quelque chose de très intéressant qui va les préparer au collège et au lycée, où de plus en plus ils vont être confrontés à ce type de texte. Alors, comme thème, nous avons retenu les découvertes et les inventeurs. Alors, je vous les cite. Attention, Jean-Claude, quand vous manipulez vos documents, il y a un bruit devant le micro. Ah, pardon. Voilà. Voilà, désolé. Ça va mieux, là? Oui, c'est très bien. D'accord. Donc, les inventeurs et les découvreurs, donc les thèmes que nous avons retenus, ce sont l'origine des nombres, avec un mathématicien perse. Alors, je vais essayer de ne pas écorcher son nom. Khwarizmi. Son nom a donné d'ailleurs est à l'origine du mot algorithme. Ce qui nous a semblé important, c'est d'incarner à chaque fois le thème dans un personnage. Ensuite, la machine à vapeur avec James Watt, le vaccin avec Pasteur, l'appareil photo avec Nicéphore Niepce et Loïc Daguerre, l'évolution des espèces avec Darwin et beaucoup plus méconnu Lamarck, qui était important aussi. La programmation informatique est honneur à une femme prodigieuse qui s'appelait Ada Lovelace et qui est à l'origine de la programmation en développant le premier programme informatique pour faire fonctionner un métier à tisser qui fonctionnait avec des cartes perforées. Et enfin, l'exploration spatiale avec la conquête de Mars qui va passionner les élèves de CM2 avec les sondes comme Mariner et les rovers comme Curiosity. Période 4. Là aussi, un clin d'œil au programme de 2025, puis qui fait une large part aux héros, découvrir des héroïnes et des héros. Eh bien, nous en avons aussi, à commencer par le journal d'Adèle. C'est une jeune fille de 13 ans qui raconte dans son journal intime qu'elle utilise comme un confident et comme un ami les tribulations de la Première Guerre mondiale et comment elle vit cette Première Guerre mondiale. Suivi d'un texte qui est un récit autobiographique qui met en scène Joseph et son frère Maurice, Joseph Joffo, qui s'est fait aider pour l'écriture de ce texte. Un texte qui s'appelle donc Un sac de billes, qui est un texte qui a été traduit dans 18 langues et qui a aussi été porté à l'écran. Et enfin, pour finir, nous allons nous évader avec la période 5 et un thème consacré au merveilleux et à l'étrange, avec un conte, cette fois-ci extrait des contes de Marcel Aimé, La Buse et le cochon, et peut-être plus connu, un texte du patrimoine, un grand classique de la littérature pour enfants, Dorothée et le magicien d'Oz. Avec toujours cette idée qu'on poursuit depuis le début de cette collection, que la lecture doit permettre aux élèves de voyager dans le temps, dans l'espace, dans l'imagination, leur faire apprendre des choses, leur faire les accompagner vers la liberté et l'autonomie. Et en fait aussi interroge le rapport, par rapport à cette dernière période, le rapport de l'élève à l'inexplicable, au rêve, à la peur, et développer à travers des autres textes aussi la créativité et l'esprit critique. Tout à fait. Guillaume, est-ce que vous voulez nous expliquer comment est-ce que ça se passe dans la semaine, en fait, concrètement, ces lectures de textes?
Alors, pour la partie compréhension, je pense que Jean-Claude sera plus à même d'expliquer. Moi, je peux expliquer déjà pour le lexique la rédaction. Donc, il y a 2 séances par semaine, une séance de lexique donc, sur le jour 2 et une séance de rédaction le jour 4 hein, de la semaine. Donc, les séances de lexique, elles peuvent porter donc, sur du vocabulaire, donc les familles de mots, euh, les noms féminins ans, donc par exemple dont je vais parler tout à l'heure, c'était justement ce qu'on appelle des séances de morphologie lexicale, hein. Et puis, pour la rédaction, donc on a des séances qui durent à peu près entre 40 et 45 minutes. Les séances de rédaction vont, comment dire, porter soit sur des séances spécifiques, là, vous voyez à l'écran, reformuler une idée avec des synonymes, mais ça peut être aussi, on en parlera tout à l'heure, des séances préparatoires à un écrit long. Alors, je voulais juste te dire, parce que ça, on va pouvoir détailler ça, mais je voulais juste préciser que il y a effectivement, comme le disait Jean-Claude, 6 à 8 épisodes par texte, avec 2 textes par semaine. Un texte travaillé sur 2 jours, et donc l'articulation se fait où on lit le texte le premier jour, on le relit le second jour, lundi puis mardi, puis à nouveau jeudi et vendredi, avec effectivement à chaque fois un travail sur la compréhension que Jean-Claude va détailler, et une alternance orthographe lexicale et rédaction que vous allez ensuite détailler, Guillaume. Alors, pourquoi et comment enseigner explicitement le français? Vous voulez peut-être en parler, Guillaume, c'est ce que vous proposiez d'expliquer pourquoi la pédagogie explicite permet de faire réussir tous les élèves. Alors, je pense que c'était plutôt moi qui devais en C'était parler. Jean-Claude qui Ah non, non, a je cette voulais partie-là. dire C'est Jean-Claude. pas grave. Je voulais dire Jean-Claude, pardon, oui, excusez-moi. Mais bon, c'est bon signe, s'il commence à nous confondre. On Alors, fait qu'un. oui, alors déjà, pourquoi? Eh bien, en fait, parce qu'on n'est pas très, très bon. On n'est pas très bon au niveau national lors des évaluations, en compréhension notamment. Les résultats de Pearls et d'autres évaluations, que ce soit C1, CE1 ou CM1, montrent qu'au niveau de la compréhension de phrases, de la compréhension de texte, on a un taux de réussite à peu près de 80%, et donc il y a quand même 20% des élèves qui sont en très grande difficulté. Alors, la pédagogie explicite est quand même le levier sur lequel nous souhaitons nous appuyer pour essayer de faire profiter tous les élèves, bien sûr, mais aussi ces 20% qui ne comprennent pas toujours, qui ne comprennent peut-être que l'explicite et qui ne comprennent pas les inférences, qui ont du mal à relier les informations qui sont éparses dans le texte, qui ont du mal à inférer, qui ont du mal aussi, qui ont parfois une méconnaissance de ce qu'on leur demande à l'école. Et donc le fait que l'enseignant soit un modèle et qu'il montre dans un premier temps comment faire, eh bien ça peut rassurer ses élèves et ça peut leur donner une première piste pour, à leur tour, essayer d'entrer dans la tâche. Parce que rien n'est plus problématique que d'avoir un certain nombre d'élèves, et je m'adresse là aux enseignants qui nous écoutent, et vous en avez tous dans vos classes, qui, une fois que la tâche et que la consigne est donnée, eh bien, ne font rien ou bien restent à la surface de la tâche. Et donc là, on est sûr qu'il n'y aura pas d'apprentissage. Et donc le dernier point qui répond au comment, c'est d'essayer d'engager les élèves pour qu'ils soient actifs. Il n'y a pas d'apprentissage s'il n'y a pas d'activité cognitive de l'élève. Et donc toute la force aussi de cette pédagogie, c'est de les rendre le plus actif possible. Et dans la diapositive suivante, je peux essayer de vous montrer comment le faire au niveau de la compréhension. Ouais, juste pour illustrer ce que vous venez de dire, il y a une formule, je crois que c'est Steve Bissonnette ou Mario Richard ou Clermont Gauthier, mais en tout cas un Québécois, qui a dit que réussite égale stratégie fois effort. C'est-à-dire que pour que un élève réussisse, il faut qu'il y ait les 2 éléments. S'il n'y a pas de stratégie donnée par le professeur, eh ben, la réussite est égale à 0. Si l'élève n'est pas engagé et ne produit pas d'effort, la réussite est égale à 0. Donc, dans la pédagogie explicite, il y a effectivement le professeur qui fournit une stratégie, et c'est ce que vous allez nous présenter, comment comprendre, comment rédiger, comment acquérir du vocabulaire. Et puis, il y a évidemment de la part des élèves la nécessité d'un effort qui soit récompensé, bien sûr. Et donc,
qui lui permettent d'accéder à la réussite. Donc effectivement, là, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, l'enseignement explicite de la compréhension. Alors, le déroulé d'une Jean-Claude. séance de compréhension commence, on a vu que ça s'étale un même texte sur 2 jours, et donc le 2e jour par un rappel de récit. Et ça nous semble vraiment important parce qu'il y a en gros 2 modalités pour comprendre. La première, c'est de répondre à des questions, mais la deuxième modalité, c'est de raconter. Et si l'élève est capable de resituer la situation avec les personnages, les événements, les articulations logiques et chronologiques, il a compris le texte. Donc, chacune, à droite, vous voyez un exemple de rappel pour le premier texte, donc la vengeance, la 3e vengeance de Maître Boutillard. Ce qui nous semble important, c'est, alors là, ce ne sont pas des propos d'élèves, mais que lorsque l'élève raconte, eh bien, vous puissiez prendre note et restituer dans un tableau à double entrée une sorte de synthèse de ce qu'il va être restitué. Et dans le guide pédagogique et les documents d'accompagnement, vous trouverez pour chaque texte des exemples de rappel. La deuxième chose qui est importante dans une séance de compréhension, c'est qu'une fois que que le texte est lu une première fois par l'enseignant, relu par l'élève ensuite, et que la question est formulée par l'enseignant, eh bien que l'élève la reformule. Là encore, une sorte de rétroaction, de feedback cette fois-ci pour l'enseignant, pour savoir si effectivement la question est comprise. Et enfin, maintenant, on entre dans le dur, c'est que nous proposons dans notre méthode de donner une typologie de questions. Alors pourquoi identifier différents types de questions? Tout simplement parce qu'à chaque type de question, nous allons associer une stratégie adéquate qui permet d'y répondre. Alors, je vous donne un exemple. Toujours à partir de ce premier texte, nous avons une question assez classique. Comment Pierre-Yves considère-t-il les enseignants? Donc, le texte nous dit, à l'exemple de son père, Pierre-Yves méprisait ouvertement les enseignants, en général et Potiphar en particulier. Donc là, on est dans une question Q1, c'est-à-dire que la question Q2, parce que la question dont la réponse est directement dans le texte, mais avec des mots différents. Et ça, c'est une dimension à ne pas négliger. Souvent, les questions ne reprennent pas les mots du texte. Or, bon nombre d'élèves, notamment dans les 20% que nous avons cités, s'attendent à ce qu'il y ait une sorte d'homothétie entre les mots de la question, et d'ailleurs ils font une sorte de repérage comme ça, il y a ce mot-là, je vais chercher ce mot-là dans le texte, eh bien les entraîner pour leur montrer que eh bien, les mots sont similaires mais ne sont pas les mêmes. On peut passer à la suivante. Oui, juste, donc effectivement, il y a 4 types de questions. La question dont la réponse est directement dans le texte avec les mêmes mots. La question que vous venez de citer, dont on va pouvoir répondre en utilisant des mots différents. La question qui peut être déduite mais qui n'est pas dite explicitement dans le texte. Et aussi les questions où j'ai la réponse, mais en réalité, la réponse n'est pas dans le texte, elle est dans ma culture générale ou dans ma mémoire. Oui. C'est juste pour préciser un peu. Et ce type de question, la Q4, apparaît rarement dans les questionnaires. Alors, pour illustrer par exemple la P3, j'y reviendrai dans une diapositive, dans la diapositive suivante, la Q3, donc une question où il faut relier les éléments du texte. Donc là, pour continuer avec cette association entre la procédure et le type de question, eh bien, si je reviens à la première question, comment Pierre-Yves considère-t-il les enseignants, qui est donc une question du type Q2, la réponse est Pierre-Yves maîtrise ouvertement les enseignants. Donc là, c'est une procédure P1, hormis la modification du temps du verbe, l'élève reprend l'énoncé du texte. Par contre, pour le deuxième exemple, pour quelle raison étudie-t-il néanmoins le calcul mental? Si on voit le texte qui est juste en dessous, je vais recopier l'extrait, son seul intérêt à aller au calcul mental, sans doute dans la perspective, il manque un mot, de compter plus rapidement les bénéfices plus tard. Eh bien là, nous sommes dans une procédure P2, puisque l'élève doit réunir des morceaux du texte et reformuler la question. Ça n'a l'air de rien, mais attendez, je reste un petit peu là-dessus. Allez-y.
Ça n'a l'air de rien, mais c'est un obstacle majeur pour les élèves, puisque là, il y a deux idées. Il y a d'un côté, il y a un intérêt pour le calcul, mais ensuite, il y a la raison. C'est pour ça que vous voyez aussi que pour est un mot qui indique le but, hein. Et donc, ces relations logiques qui permettent de relier deux éléments d'une réponse, eh bien, c'est vraiment ce qu'il faut travailler et nous mettons l'accent dessus dans notre méthode. Voilà, ben, j'y arrive. Avec notamment, oui, c'est ça, très bonne transition. Avec notamment donc trois types de relations logiques qu'il faut absolument maîtriser. La relation causale, cause-conséquence, et la relation de but, avec à chaque fois les connecteurs logiques qui permettent d'illustrer ces relations. Et donc, dans les guides pédagogiques et dans les documents qui accompagnent, eh bien, vous pouvez vous appuyer sur ces ressources. Il y a aussi les connecteurs chronologiques. Si les élèves sont en difficulté, c'est qu'ils ont parfois aussi des difficultés à se représenter le temps. Est-ce que l'action se passe avant, après ou en même temps? Et quels sont les mots qui sont utiles pour expliquer ce repérage dans le temps? Voilà, c'est un peu rapide. Alors, non, mais bien sûr, mais merci d'avoir tenu les délais. Alors, je précise d'ailleurs que comme on a malheureusement de notre fait débuté tardivement, je propose qu'on finisse à 15h45, ce qui vous laisse, Guillaume, un quart d'heure pour présenter la partie rédaction et vocabulaire. Alors, sans certitude qu'on ait le temps, mais j'aimerais bien quand même laisser le temps de questions-réponses. Il y a beaucoup de questions qui sont posées dans le fil de conversation. Jean, peut-être juste 2 minutes ou 1 minute pour rapidement les modalités de réponse, parce que c'est un lien, juste un peu diapositive avant, voilà, c'est un lien avec les rétroactions, ce qu'on disait, c'est-à-dire que dans le guide pédagogique, chacune des questions est accompagnée d'un exemple, d'une suggestion de modalité de réponse. Alors, soit vous faites répondre les élèves oralement, c'est aussi parce qu'on connaît vos tensions, hein, le temps passe très vite. Soit vous demandez à l'élève une réponse écrite, et là, chacun fait une proposition de réponse écrite, et ensuite vous corrigez. Ce qui est important, c'est que ça implique tous les élèves, puisque tout le monde écrit. Oui, notamment l'articulation entre le lien, l'articulation entre le langage oral et le langage écrit. Les enfants prennent conscience de la différence entre les deux. Ouais. Troisième modalité qui nous semble vraiment importante, et ça va aider tous les élèves, mais notamment les élèves qui, en général, restent à la surface des tâches, c'est une réponse écrite, mais après échange. Et donc, les éléments de réponse vont être donnés à ce moment-là. Alors, quitte à écrire quelques mots-clés au tableau, vous pouvez accompagner, aider ces élèves qui sont parfois en difficulté pour qu'eux aussi arrivent à produire une réponse beaucoup mieux construite. Et enfin, même si c'est une modalité largement utilisée à la maternelle, nous avons pensé que tout au long du cycle 3, nous pouvons encore utiliser pour des réponses qui sont un peu plus charpentées, un peu plus complexes, d'utiliser la dictée à l'adulte pour que l'enseignant montre là aussi des procédés syntaxiques qui sont peut-être nouveaux pour que l'élève soit mieux armé et équipé et progressivement réponde de manière plus explicite et plus complète. Très bien. Donc voici comment ça se présente. Une chose peut-être que... Non, bon, alors, avançons pour laisser le temps à Guillaume de présenter la rédaction. C'est juste une illustration, ça. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, en tout cas. Alors, Guillaume, parlez-nous de la progression en rédaction et comment est-ce qu'on enseigne explicitement la rédaction. Donc, je précise que c'est quand même parmi tous les savoir-faire de l'école primaire, sans doute le plus complexe. C'est le plus complexe et pourtant c'est un des enjeux essentiels, hein, donc, des apprentissages de français. On le sait, hein, c'est une tâche complexe pour les élèves, mais aussi pour les enseignants, hein, parce que c'est une démarche à mettre en place qui est coûteuse en temps de correction, notamment pour les enseignants. Mais c'est aussi intéressant justement de connaître la pédagogie explicite appliquée aussi à l'enseignement de la rédaction. On va voir qu'elle peut vraiment faciliter le travail à la fois des élèves, mais aussi des enseignants. Donc l'objectif, hein, c'est bien de travailler la compétence suivante, produire des écrits variés, hein, qui est mise dans les derniers programmes de cycle 3. Donc, comme écrits variés, justement, dans notre manuel de lecture, nous proposons différents types d'écrits. L'écrit narratif, donc écrire la suite d'un récit, une page d'un journal de bord, un conte merveilleux.
l'écrit descriptif, donc écrire le portrait d'un personnage, l'écrit informatif, donc présenter une invention, écrire un résumé, et l'écrit argumentatif, écrire un texte d'opinion. D'ailleurs, si vous regardez bien les intitulés, la suite d'un récit, par exemple, ou le conte merveilleux, eh bien, ça correspond aussi au thème des textes de lecture. Donc, je l'ai dit, la tâche de rédaction, c'est une tâche complexe parce que déjà, c'est une tâche qui se déroule en plusieurs étapes. Il y a tout d'abord une phase de planification. On ne peut pas rentrer dans l'écrit sans avoir planifié. Ensuite, il y a la phase d'écriture et puis ensuite, il y a la phase de révision. Pour les élèves aussi, elle mobilise plusieurs ressources cognitives, hein. Construire un texte cohérent, éviter les répétitions, ponctuer les phrases, formuler clairement ses idées, vérifier l'orthographe. Voilà. Alors, la recherche en sciences cognitives, hein, les travaux notamment de John Sweller l'ont montré que c'est très pertinent de montrer aux élèves une tâche de rédaction qui est déjà bien écrite. Pourquoi? Parce que tout simplement, eh bien, on montre aux élèves, on aide les élèves à se représenter le résultat attendu. Tout à l'heure, Jean-Claude disait, est-ce qu'il faut qu'on puisse engager nos élèves? Et bien justement, le fait d'avoir un écrit modèle, déjà, les élèves se voient ce qu'on attend d'eux et ils vont aussi pouvoir, comment dire, mieux cerner les attendus euh, que l'on peut leur demander dans la phase de rédaction. Donc là, par exemple, dans le type de récit, écrire la suite d'un récit, bien, vous voyez, on a le début, mais on a aussi la suite du récit. On a déjà donc un écrit modèle. Alors, quel est l'intérêt aussi de cet écrit modèle? C'est qu'il va permettre aussi aux élèves de repérer les éléments structurants pour planifier leur propre texte. Hein, je fais un petit aparté sur la planification parce que c'est un enjeu essentiel. C'est rappelé d'ailleurs dans les nouveaux programmes de français. La production d'écrire, hein, ça consiste à mettre par écrit sa pensée. Sans planification, l'élève, en fait, il va écrire ce qui lui vient à l'esprit, hein, avec tous les écueils qu'on peut retrouver, hein, les enseignants savent bien. Des textes qui peuvent être sans cohérence, parfois assez courts, avec une fin qui n'est pas aboutie ou éloignée du sujet. Des phrases qui peuvent être très longues, avec des défauts donc, de segmentation, de formulation, de ponctuation. Donc, pour revenir, donc, si on peut passer, Jean, à la diapo suivante. Donc, pour écrire la suite d'un récit, donc, on ne va pas mener ce travail-là sur une semaine. On va faire ça peut-être on va faire ça sur plusieurs semaines. Donc là, par exemple, on va travailler ça, la suite d'un récit, sur 4 séances. Oui, je précise peut-être une chose, excusez-moi Guillaume de vous interrompre, mais c'est que l'écrit modélisant que vous montrez ici arrive en aboutissement d'une série de 4 séances, en l'occurrence, préparatoires. Oui, alors l'écrit modèle, enfin, il va être présenté au départ quand même pour que les élèves puissent voir ce dont on parle, oui. Mais ensuite on va se focaliser sur une partie de cet écrit modèle. Donc par exemple au début, donc la première séance, on va s'intéresser sur le début du récit, et puis ça va être ensuite aux élèves eux-mêmes donc de travailler sur le début du récit, et ainsi de suite pour les séances suivantes. Donc on va parler ensuite des péripéties, du dénouement, et puis des sentiments et réactions des personnages. Voilà. Là, par exemple, dans tout le travail qu'on va mener sur la suite d'un récit, on va amener les élèves à se poser des questions. Où se passe l'histoire? Quand se passe l'histoire? Qui sont les personnages? Que se passe-t-il? Donc, au début de l'histoire. Ensuite, quelles sont les péripéties? Quel est le dénouement? Quels sont les sentiments, les réactions des personnages? Donc, ce sont des questions qui vont permettre aux élèves tout simplement de noter leurs idées, hein. Vous voyez d'ailleurs sur la première partie de l'exercice du cahier d'exercice, hein, vous voyez, donc il y a un tableau qui permet de lister avant ensuite de passer à l'écrit. Donc déjà, on fait ce travail préparatoire avant de passer à la mise en texte. Donc, dans un second temps, hein, l'enseignant pourra justement corriger ces rédactions qui ont été produites, mais vous voyez, il va répartir son travail sur 4 semaines. Donc, on va d'abord s'intéresser au début, aux péripéties, au dénouement.
Donc finalement, comme le travail est morcelé, ça permet d'alléger aussi la tâche de correction de l'enseignant. Et puis surtout, au fur et à mesure que le texte est corrigé, amélioré, et bien à la fin, on peut avoir un bel écrit final, un beau chef-d'œuvre que les élèves pourront ensuite évaluer avec une grille d'évaluation. Oui, c'est ça. Et en ça, c'est cohérent avec, de manière générale, la pédagogie explicite, c'est-à-dire la planification rigoureuse des objectifs d'enseignement. À la fois, on a des objectifs qui sont élevés et qui sont présentés au début aux élèves pour les engager, mais en même temps, on va découper en petites séances incrémentales, en petites tâches accessibles. Et pour ceux d'entre vous qui connaissent la méthode explicite depuis le CP et le CE1, enfin, ou plus particulièrement depuis le CE1, on est vraiment parti de la phrase dans laquelle on a ajouté au fur et à mesure des adjectifs, des précisions sur le lieu, sur le temps. Et donc, en fait, là, on est au CM2, donc ça peut paraître ambitieux, mais c'est en réalité déjà l'aboutissement d'un travail qui s'est déroulé sur 4 ans. Tout à fait. Et donc là, évidemment, j'ai évoqué donc la rédaction d'écrits longs. On peut avoir aussi des séances de rédaction qui portent sur les écrits courts en lien avec le vocabulaire. Alors justement, on fait le lien entre lexique et et rédaction. Donc dans les nouveaux programmes, il y a encore 3 grands intitulés, hein: enrichir le vocabulaire, établir les relations entre les mots, réemployer le vocabulaire étudié. Alors, on est justement dans cet objectif-là, hein, réemployer le vocabulaire étudié. Par exemple, on peut voir différents synonymes du verbe jouer. On va inviter les élèves justement à comprendre les nuances de tous ces termes, miser, parier, pratiquer, etc. Et une fois qu'on aura mené cette séance de lexique avec les élèves, eh bien, on leur proposera de réinvestir ce qu'ils ont appris sur le verbe jouer. Et donc, on va leur proposer dans le cahier d'exercice des phrases où, au lieu de dire toujours le verbe jouer, eh bien, enfin, d'écrire le verbe jouer, on va leur demander de réutiliser des mots qu'ils ont déjà appris en séance de lexique. Donc, par exemple, au lieu de dire Alice joue au tennis, elle s'adonne au tennis. Solal joue tout sur son as, donc on va dire mise. Voilà, on va essayer de chercher le vocabulaire le plus précis. Et tout ça dans la même Et semaine d'ailleurs, puisque ça se passe en alternance. À exactement, l'intérieur de la semaine, on a fait en début de semaine le vocabulaire et à la fin de la semaine la rédaction. tout à fait. Alors, une autre activité aussi intéressante qui fait le lien entre le vocabulaire et la rédaction, on va inviter les élèves à créer des cartes d'identité d'un mot. Alors là, vous avez à l'écran la carte d'identité du mot peur. Alors là, on va dire, c'est ce que vous avez à l'écran, c'est vraiment le produit fini. Mais évidemment, dans le cahier d'exercice, on retrouve cette même carte d'identité, mais qui est vierge. Parce que, en fait, il va y avoir tout un cheminement qui va être fait avec l'enseignant. Il y a tout un parcours que l'enseignant va proposer à ses élèves pour faire émerger du vocabulaire autour du mot peur. Voilà. Par exemple, dans un premier temps, il peut leur demander justement de ranger confiance, inquiétude, peur et terreur sur une échelle d'intensité. Est-ce que c'est une peur plus ou moins grande, la terreur? Ensuite, voilà, il va proposer des questions: de qui ou de quoi pouvons-nous avoir peur? Ou quels sont les synonymes d'avoir peur? Est-ce que vous connaissez des mots de la même famille de peur? Et puis voilà, il peut donner aussi des expressions comme glacer le sang. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Voilà. Donc il y a toute une séance de mots-clés dont les descriptifs d'ailleurs sont sur le site de la méthode, hein. Vous les retrouverez sur les fiches méthodologiques de la méthode explicite. Et donc, tout ce travail donc, sur le mot peur va permettre ensuite d'avoir une rédaction que l'on va proposer aux élèves. Et donc là, en l'occurrence, c'est écrire à partir du mot peur. Et on va demander aux élèves de rédiger un texte où ils vont raconter un événement personnel où ils ont eu peur. Mais pour cela, on ne les laisse pas tout seuls, hein, toujours dans une démarche aussi explicite. On va leur proposer de planifier le texte. Alors, vous voyez dans l'étape numéro 2. Et en étape 3, on leur présente aussi un écrit modélisant pour qu'ils se rendent compte de ce qu'on peut attendre d'eux, hein, comme texte qu'ils peuvent écrire, hein. Et donc, ensuite, ce sera aux élèves d'écrire leur propre texte, voilà, en s'appuyant évidemment sur les textes modélisants qui sont proposés dans ce manuel de lecture.
Merci beaucoup Guillaume, merci beaucoup Jean-Claude. Et il est 30 pile, donc c'est l'heure de passer aux questions-réponses. J'en profite juste pour présenter l'ensemble de la collection Pédagogie explicite pour ceux et celles d'entre vous qui ne la connaissent pas, sachant qu'on a eu un petit nouveau en grande section de maternelle l'année dernière. En enseignement de lecture enfin, préparation à la lecture, on va dire, un gros travail qui a été fait euh, en associant la lecture et l'écriture. Et puis, bah, le CM2, d'ailleurs, qui avait été retardé d'un an, hein, parce qu'on a l'année dernière, étant un peu en attente du calendrier de publication des nouveaux programmes, raison pour laquelle, alors qu'il était quasiment prêt, nous avons dû vous faire attendre, Guillaume et Jean-Claude, un an avant de publier votre ouvrage. Et je précise également qu'en accompagnement de cette collection de lecture-écriture, enfin lecture-étude de la langue, on a en partenariat avec Clairefontaine, c'est-à-dire imprimé par Clairefontaine, des petits cahiers qui vont de la moyenne section de maternelle jusqu'au CM2, donc du premier geste d'écriture à la rédaction dont on vient de parler. Merci beaucoup. Je vais prendre les questions-réponses. Euh, alors, euh, beaucoup de questions sur le replay et la mise à disposition du PowerPoint. Donc, en effet, tous ceux d'entre vous qui se sont inscrits auront accès à un replay dès la fin de ce webinaire. Euh, Est-ce que la méthode est conforme au nouveau programme de 2025? Qui veut répondre? Oui, elle est conforme au programme parce qu'on a été vigilant déjà là-dessus. Alors, on a eu pris, pour tout vous avouer, on avait pris connaissance des projets de programme qui avaient été déjà élaborés pour voir justement comment et voir si ce que nous proposions s'inscrivait bien dans cette dynamique. En tout cas, si vous regardez les nouveaux programmes de CM2, et bien en fait, enfin de CM1, il y a peu de différences, si je puis dire, en tout cas pour la lecture et la rédaction. Il en va de Oui. même pour la compréhension. On est conforme au nouveau programme. Les anciens insistaient davantage encore, à mon avis, sur le rôle de l'enseignant, comme guide, comme accompagnant, mais comme c'est le cœur de notre méthode, on est complètement en conformité. Oui, parce qu'en fait, il y a deux choses dans les programmes. Il y a l'aspect purement notionnel, qu'est-ce que les élèves doivent savoir. Et c'est vrai que dans les deux sujets qu'on vient de traiter, compréhension et rédaction, c'est pas là où les programmes sont les plus précis. Voilà, on n'est pas en étude de la langue où il y a tel nombre de natures, tel nombre de fonctions qui doivent être connues par les élèves. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que par ailleurs, il y a la philosophie des programmes. Et là, on est de plus en plus et en plein dedans, puisque la pédagogie explicite est de plus en plus recommandée par les textes officiels, qu'il s'agisse de l'enseignement du français ou des mathématiques ou de toutes les matières. Je Euh, complète en ouais, disant allez-y. aussi que par rapport aussi au choix des thèmes littéraires, Oui. on a veillé justement à être aussi Mm. dans les mêmes thèmes que ceux qui sont abordés dans les nouveaux programmes, hein. Tout à l'heure, je peux parler d'interroger la morale, le merveilleux et l'étrange, Les héros. l'héros, héroïne, tout ça, Mm. ce sont des thématiques que l'on retrouve dans ces nouveaux programmes. Alors, il y a une question ensuite, est-ce que cette méthode existe pour le double niveau CM1, CM2? Donc, non, elle n'existe pas. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de classes qui sont en double niveau. Je crois qu'aujourd'hui, c'est 55%. Non, peut-être que j'exagère, peut-être que c'est 44%, je sais plus, des classes qui sont en double niveau. J'en profite pour dire quand même qu'on l'a fait pour la méthode de Singapour CE1, CE2 cette année. C'est vraiment une grande nouveauté. À ma connaissance, on est le seul éditeur à avoir un manuel pour le double niveau. Mais Guillaume, Jean-Claude, on pourra y penser un jour, faire une méthode. Oui, et moi je suis enseignant en double niveau, hein, CE2, CM1, donc je n'ai pas de CM2, mais en tout cas je Ah, sais que moi je travaille avec des manuels de CE2 et de CM1 dans la classe, alors ça demande évidemment une petite organisation, mais voilà, c'est tout à fait possible aussi d'avoir ces deux manuels au sein du même classe, hein. et comment vous faites alors concrètement pour Bah, jongler entre les supports? c'est-à-dire qu'il y a des temps, alors quand on parlait tout à l'heure de pédagogie explicite, avec la pratique guidée d'un côté, donc plus fait avec le professeur, et la pratique autonome, où là, je peux laisser les élèves en autonomie, bah, je profite de ce moment-là pour être avec un autre groupe, justement,
avec le groupe par exemple, de CM1 pour travailler Oui, phase qu'on appelle la partie modelage et pratique guidée. oui, 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 il n'y a pas tellement le choix, c'est que ça fonctionne comme ça. Là, on nous pose la question, est-ce qu'on se cantonne au texte du manuel de lecture ou est-ce qu'on étudie par ailleurs des œuvres complètes? Donc, allez-y si vous voulez. Eh bien, l'année, je me mets à la place de l'enseignant, l'année est déjà bien chargée. Alors, la méthode, pour l'instant, propose des textes relativement longs, puisque découpés en épisodes, 6 ou 8, mais parallèlement, vous pouvez très bien travailler d'autres textes d'œuvres plus complètes, parce que c'est vrai que les programmes recommandent aussi la lecture d'ouvrages complets. Ceci dit, dans la méthode, nous nous contentons de ces textes-là, et découpés selon notre progression. Oui, c'est vrai qu'en fait, les programmes en termes de lecture sont, comment dire, de plus en plus précis et exigeants. Je pense qu'il y a un moment où cela devient un peu compliqué de poursuivre tous les objectifs à la fois. Et pourtant, je suis le premier à plaider pour la lecture d'œuvres intégrales et pour redonner aux enfants le goût de la lecture. Mais pour moi, il y a deux aspects différents, hein. Il y a le fait que il faut faire lire aux enfants des œuvres intégrales, mais comment dire, décrocher du temps scolaire, quitte à ce qu'il y ait ensuite des restitutions, des travaux faits qui sont, mais qui conservent la lecture plaisir et qui conservent l'aspect purement valorisation de la lecture en tant que telle. Mais après, quand on parle des textes de lecture suivis que nous recommandons dès le CE1, pour accompagner les élèves vers l'attachement à des personnages, vers le suivi d'un récit, etc. C'est lié aussi à, à un ensemble d'apprentissages explicites de vocabulaire, de rédaction, etc. Ça ne va pas sans un accompagnement pédagogique. Une piste intéressante, c'est le quart d'heure de lecture. C'est-à-dire, vous avez une sélection d'ouvrages à disposition, les élèves choisissent librement, et une ou plusieurs fois par semaine, vous prévoyez une plage d'un quart d'heure pour que les enfants puissent lire, et cette fois-ci, on est dans le cadre de la lecture intégrale. Oui, tout à fait. Alors, dans les documents pour les enseignants qui ne sont pas encore disponibles, je crois, y a-t-il des dictées longues, environ 100 mots hebdomadaires? Conseillez-vous de donner aux élèves le texte à relire à la maison le soir entre deux séances? Donc, c'est deux questions différentes, hein, excusez-moi. Pour les dictées, alors, sauf si vous voulez proposer quelque chose, Guillaume ou Jean-Claude, mais c'est vrai que les dictées, nous, elles sont dans le manuel d'études de la langue. Ce sont des dictées qui sont très régulières, mais qui ne sont pas des dictées longues, qui sont des dictées courtes, alors, dont la longueur augmente au fur et à mesure, mais on n'a pas des dictées de 100 mots comme vous en proposez actuellement. Et sinon, pour votre deuxième question, conseillez-vous de donner aux élèves le texte à relire à la maison le soir entre deux séances? Je répondrai d'abord à la question des dictées. D'accord. Aussi bien en production d'écrit qu'en réponse à des questions, notamment la question Q4, c'est-à-dire dictée à l'adulte, elle mobilise beaucoup aussi l'orthographe. Ça permet de l'entraîner, et puis c'est intéressant d'avoir de l'orthographe comme outil aussi en production d'écrit et en lecture-compréhension. Pour ce Ouais. qui est de faire relire les histoires, tout à fait. Les études montrent un lien entre la fluidité, je pense toujours que c'est 20% qui sont en difficulté, hein, la fluidité de la lecture et le degré de compréhension. Donc le fait de relire d'un texte, on peut bien sûr développer un plaisir parce qu'on reconnaît des choses qui ont été vues à l'école, mais ça permet aussi d'augmenter la fluidité, et ça c'est un bon moyen et aussi un bon levier de travailler la compréhension. Donc Tout oui. à fait. Maintenant, deux questions qui vont vous embêter et m'embêter aussi. Avons-nous une idée de la date à laquelle nous pourrons avoir le guide pédagogique? Alors le guide pédagogique est prêt. Bon, mais là, justement, mais en fait, notre but, c'est comme chaque année, hein, de le faire paraître avant l'été.
Il se trouve que c'est peut-être l'occasion d'en parler, hein, tout simplement, parce que peut-être que parmi vous, vous avez déjà des questions là-dessus. Euh, euh, on a arrêté d'imprimer le guide pédagogique pour le CM1 et le CM2, tout simplement parce que c'était énormément de travail et voilà, on ne tenait jamais justement les délais. C'était plus simple de le mettre en ligne sur le site internet en essayant de l'alléger, le rendre plus digeste, et voilà, et notamment d'avoir des fiches méthodes. Comment est-ce qu'on mène une séance de compréhension? Comment est-ce qu'on mène une séance? Mais en fait, on n'est pas vraiment. Enfin, ça reste quand même beaucoup de travail à chaque fois de précision parce que chaque séance, chaque texte, chaque notion mérite des commentaires et donc là, on va justement essayer de vous proposer à la fois quelque chose qui sera disponible avant l'été pour pouvoir vous permettre de vous prononcer. Est-ce que j'adopte ou pas la méthode l'année prochaine? Est-ce que j'aurai tout ce qu'il faut? Et puis peut-être au fur et à mesure, mettre à votre disposition des enrichissements sans pour autant gâcher tout l'été de Guillaume et Jean-Claude. Et parce qu'il y a il y a une autre question qui est derrière, excusez-moi Jean-Claude, je vais vous laisser répondre, mais dans le Ouais. guide pédagogique, trouverons-nous des évaluations? Je réponds au premier aspect de la question. C'est Ouais, quand même une aide intéressante et importante pour bien sûr. les enseignants, notamment les enseignants débutants, qui n'ont pas forcément le temps de rechercher les remarques concernant notamment les précisions culturelles par rapport à certains textes, parce on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est un véritable obstacle aussi pour certains textes. Donc d'avoir cet arrière-plan et de pouvoir en prendre rapidement connaissance, c'est un atout qui est dans le guide pédagogique. Les évaluations, je pense que c'est une question intéressante et qui mérite que nous nous y penchions. Alors, il y a une participante, Célia Dietrich, qui répond quelque chose, je suis assez d'accord. Elle dit que les évaluations sont peut-être moins nécessaires en lecture et en rédaction qu'en étude de la langue. En tout cas, c'est moins facile d'évaluer des écrits, rédaction et compréhension. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en étude de la langue, c'est prévu. Je ne peux pas vous donner de délai, mais c'est prévu de le faire sur le modèle de ce que nous proposons déjà pour la méthode de Singapour, à savoir avec des compétences à acquérir tout au long de l'année et que vous pouvez suivre avec un tableau Excel pour toute votre classe. Euh, eh bien, je crois que... Alors, allons-nous recevoir un spécimen comme l'an dernier avec le CM1? Eh ben, si vous n'avez pas reçu, c'est mauvais signe parce que nous les avons déjà envoyés, donc peut-être que votre école n'en faisait pas partie, mais vous pouvez en faire la demande à Karine Wetman qui vous a d'ailleurs répondu. Euh, Moi, j'aurais juste complété par rapport à Allez-y, l'évaluation allez-y. aussi Ouais, dans le domaine de la rédaction, parce que, en fait, finalement, ce qu'on vise, c'est surtout que les élèves puissent produire un écrit final satisfaisant, un texte cohérent. Et donc, voilà, toute la démarche qui a été mise en œuvre, normalement, doit permettre d'aboutir à cela. Et donc, justement, bah, l'écrit final va servir comment dire, d'outil d'évaluation aussi pour à la fois l'élève et puis pour l'enseignant. Donc voilà, pour la lecture, là je parle comme utilisateur de la méthode, c'est vrai qu'on peut aussi, en tant qu'enseignant, bâtir aussi une évaluation à partir des questions d'un épisode, qui soit tiré du manuel, soit du cahier d'exercice, pour pouvoir Mm. euh, oui. comment évaluer tout ça, la compréhension de texte de nos élèves. Le rappel aussi constitue un excellent moyen d'évaluer. Si tous les élèves rappellent au cours de l'année un ou plusieurs épisodes ou à plusieurs voix, c'est un bon indicateur qui permet de juger du degré de compréhension et aussi de l'aisance à l'oral pour la restitution. Je voudrais aussi rajouter Oui, autre chose, allez-y, si vous me permettez, Jean, juste par rapport bien sûr. aussi, c'est vrai là, on a bien conscience qu'en 1 heure, on ne peut pas présenter toute la richesse de la méthode en la compréhension, en lexique et en rédaction. Ce que je veux dire aussi, c'est que de notre côté, à la librairie des écoles, on peut proposer aussi des formations Mm. pour justement aller à la rencontre des enseignants et entrer plus concrètement dans la méthode et aider aussi les enseignants voilà, à mettre en œuvre les démarches la démarche explicite
Oui, vous faites bien de dans le ce préciser domaine. parce que c'était une question qui a été posée. Est-ce qu'il est possible de trouver une formation à distance sur la méthode explicite du CP en sixième? Donc effectivement, la librairie des écoles a créé un organisme de formation professionnelle certifié Calliope et Guillaume et Jean-Claude font partie des formateurs de l'équipe. Et sur la pédagogie explicite en général, sur la pédagogie explicite appliquée à tel ou tel domaine, vous pouvez trouver sur le site Edinovo slash la librairie des écoles toutes les informations du catalogue sur les formations disponibles et il suffit d'en faire la demande. Bon, là, en l'occurrence, je crois que la demande vient de l'étranger, donc peut-être que ça vous ferait plaisir, Guillaume ou Jean-Claude, de partir à l'étranger. Merci en tout cas pour vos nombreux compliments. Je vois que pour vous faire plaisir, Guillaume, Jean-Claude, je vais vous en lire quelques-uns. Les manuels de la méthode explicite sont juste formidables. Pour moi, les meilleurs, nous les utilisons du CP au CM2, les meilleurs du marché. Euh, et je vois, je rentre de formation pour les nouveaux programmes cycle 1 et 2, et j'avoue que vous nous offrez la clé en main, du clé en main en répondant à la demande. Euh, Alors, attendez, je C'est revois vrai que si... là, c'est l'avantage de notre méthode aussi, hein, je me permets. Mais c'est vrai qu'il y a une Allez-y. continuité qui a été Ouais. mise en œuvre aussi. Il y a une démarche qui a été suivie, effectivement, du CP, enfin même de la grande section jusqu'au CM2. Et donc, c'est cette démarche aussi cohérente. C'est-à-dire qu'en pédagogie explicite aussi, on veille à ce que les notions ne soient pas, qu'il n'y ait pas de redondance aussi dans les. On peut revoir certaines notions, mais sans enfin, sans réutiliser toutes les notions vues les années précédentes de façon trop répétée. Il faut aussi que on transfère toutes les connaissances accumulées chaque année, hein, pour avancer. Et donc, c'est aussi cette cohérence-là aussi on a tâché de garder dans notre méthode CM2. Euh, Également une question, y aura-t-il un autre webinaire pour l'étude de la langue? Alors c'est vrai que nous ne l'avons pas encore planifié, mais ça serait très utile de le faire. Donc on va vous proposer des dates. Euh, Comment inscrire mon école au JDEC? Alors ça malheureusement je ne peux pas vous aider, je ne sais pas. Je peux me renseigner. Y aurait-il un webinaire sur le guide pédagogique concernant la maternelle? Oui, alors il y a déjà eu un webinaire en octobre. Je crois qu'il y en a un autre de prévu. Alors, sur la maternelle, il y a un webinaire qui est prévu, c'est là actuellement projeté le 4 juin, enseigner l'écriture en maternelle. Donc, c'est vraiment, il y a eu cet hiver un premier webinaire sur la partie lecture et puis le 4 juin sur la partie écriture avec une grapho éducatrice Julie Rinaldi qui fera la présentation. Quelqu'un qui confirme les compliments, une belle année avec mes CM1 en études de la langue. Euh, En tout cas, je vous remercie tous pour votre présence. Encore une fois, pardon pour ces erreurs ce petit cafouillage technique en début de webinaire qui explique le retard sur la fin. Mais merci pour toutes vos questions et Guillaume, Jean-Claude, pour votre présentation que j'espère a éclairé les nombreux participants à ce webinaire. À très bientôt. Merci, au revoir. Merci, au revoir à tous. Au revoir.